Depuis plusieurs mois et même quelques années, on met en garde les gens contre les arnaques aux panneaux solaires et le maire de Saint-Barnabé, qui est un crétin quand même, a cru bon d'en garnir le toit d'un hangar municipal en achetant les services d'une entreprise, ce qui fait qu'il a plombé sa commune, car non seulement ces panneaux sont inefficaces et mal posés, mais il a lourdement endetté la municipalité avec, soi-disant, un contrat avantageux qui faisait qu'EDF rachetait le courant qu'il ne consommait pas. Donc, tout le monde est au courant désormais qu'un tiers des poseurs de ces panneaux solaires sont des escrocs qui ne répondent plus au téléphone au bout d'un mois et demi et qui mettent leur société en faillite au moindre pépin, et qu'un tiers des maires, mais ça on l'ignore davantage, sont assez stupides pour faire voter un crédit de 20 ans pour ces sottises hors de prix. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est d'une personne privée, un type de chez nous à qui j'en parlais moi-même l'autre jour parce que j'ai vu 2 panneaux solaires dans son jardin, un sur le toit de son appentis et l'autre parmi les légumes, et je lui ai demandé si ça marchait, et il m'a dit mais ça marche parfaitement, j'ai 100 watts par panneau, une batterie derrière chacun, des régulateurs de tension, le premier panneau éclaire toute la journée ma cabane à outils qui fait un peu serre en hiver d'ailleurs, et venez voir. Et là, en effet, il me montre un local de 6 mètres carrés, éclairé par des LED, et l'autre panneau, me dit-il, alimente 2 fois par jour 1 heure d'arrosage, même quand je ne suis pas là. Ah bon, et comment? Eh ben, me dit-il, j'ai acheté une pompe en 12 volts à membrane qui tire 60 watts 2 heures par jour et 6 litres par heure, qui envoie de l'eau par ce petit tuyau noir que vous voyez là sur les 10 points d'arrosage, et l'eau est prise dans le bassin. Et ça suffit, lui demander, je pourrais arroser vos légumes? Ben, vous n'avez qu'à aller voir mes légumes, et en effet, là encore, ces légumes étaient absolument magnifiques. Donc, je résume, quand les orages n'avaient pas assez rempli le bassin, il assurait l'appoint avec une petite pompe à moteur qui provenait de l'eau de la rivière à côté. Et donc au total, à raison d'une grosse pluie par semaine, il arrosait sans rien dépenser, et il pouvait bricoler jusqu'à 10 heures du soir dans son petit appentis, sans rien dépenser non plus. Mais alors je lui dis, tout ce qu'on raconte là sur les panneaux solaires inefficaces, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et il me répond très précisément, ce qui est vrai, c'est que si les gens veulent absolument remplir des papiers et aller demander des autorisations partout en préfecture et à la mairie, s'ils veulent signer des contrats bidons avec l'EDF, la perte de temps et d'argent est considérable, mais là, avec mon système, pas du tout. J'en ai pour 300 € en tout, et je ne dépense plus rien, et je peux laisser la lumière toute la journée, je recharge même mon ordinateur portable et mon téléphone quand il est au jardin, pendant que je travaille. Dans ma petite cabane à outils, je suis comme un roi. Alors là, je lui demande, comme ça, histoire quand même de le faire un peu réagir, pour alimenter cette chronique, mais est-ce que tout ça est bien permis? Parce que c'est la grande question aujourd'hui. Alors là, comme prévu, il s'est presque fâché, il m'a dit, si vous voulez bénéficier de leur crédit d'impôt, là, de leur financement à la noix, il faut être aux normes. Alors c'est ça qui coûte cher. Faire venir un entrepreneur qui vous vole, évidemment. Et en plus, et il ajoute, et je n'ai pas vérifié, mais je crois sur parole, même si vous consommez sans revendre l'électricité, figurez-vous, me dit-il, qu'il faut signer une convention d'autoconsommation si on veut être parfaitement en règle. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est ça, me dit-il, je vais aller leur demander à la préfecture la permission d'être autonome dans mon jardin, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Ces salauds vont finir par taxer le débit d'air que nous respirons. Mais désolé, les mecs, leur dit-il à travers moi, mais la lumière est à tout le monde et bientôt toute ma maison sera équipée de LED en 12 volts et de batterie. C'est mon droit et je vais l'exercer. Je crains, lui dis-je, que si tout le monde fait comme vous, ils ne finissent par doubler le prix des panneaux solaires. Eh bien moi aussi, il me dit, je les crains, alors j'en ai acheté 6 autres en Espagne l'an passé et ils attendent d'être posés dans mon jardin. On verra bien qui aura le dernier mot, conclut-il. Eh bien, je vous le dirai moi-même, à condition que vous vous abonniez entre-temps. Merci. L'horrible maire de Saint-Barnabé s'est fendu récemment d'un éloge funèbre, figurez-vous, à propos d'un agent municipal nommé Claude qui avait été harcelé par des jeunes du village, ou par ses collègues de travail, je ne sais plus trop,
et qui a laissé une lettre. Le maire a donc lu des passages de cette lettre au cimetière en présence de la presse locale. Mais avant de vous dire ce qu'il a lu et pourquoi, je vous raconte en 2 mots l'histoire de ce pauvre gars. Le type qui s'est pendu dans son garage était certes très dépressif et très solitaire, mais c'est pas une raison pour ne pas lui rendre justice publiquement. Et apparemment, le maire a jugé que c'était pas une raison non plus pour ne pas lui rendre hommage. D'autant qu'il avait une cause à défendre, le maire, à propos de cette mort, pas seulement le vivre ensemble, la tolérance, non, encore mieux, si on ose dire, il était très très célibataire, ce type, ce qui était à l'origine des moqueries dont il était l'objet. Sa lettre d'adieu complète a été publiée dans son intégralité par la sœur du défunt et glissée dans les boîtes aux lettres en guise de protestation. Alors pourquoi de protestation ? Eh bien, la sœur protestait contre les omissions du maire, et c'est comme ça que j'en connais le contenu. Alors vous allez me dire, raison de plus, le maire de Saint-Barnabé pouvait en faire des tonnes à propos de la différence, etc. Mais non, le maire de Saint-Barnabé, qui est un opportuniste quand même de la pire espèce, plutôt que de faire son intéressant à propos du harcèlement, d'un malheureux qui avait une vie sentimentale compliquée, donc de toute la part privée de l'histoire, plutôt que de défendre la diversité, comme on dit maintenant, pour plaire aux gens de Paris, au ministère, etc., il a passé la chose sous silence pour ne pas déplaire aux gens d'ici, tout simplement, alors que la lettre parlait explicitement, principalement de ça, puisque le harcèlement pour raison de mœurs spéciales était décrit comme la cause du suicide. Et le maire a caché aussi que cette lettre disait que Dieu, et c'est même le plus important, Dieu allait tout pardonner un jour, et le malheureux s'en remettait à la bonté du Christ pour l'accueillir, disait-il, au ciel, car il était très pieux. Donc résumons, nous avons là un maire qui joue des coudes moralement déjà pour honorer la mémoire de quelqu'un, d'un pauvre bougre qui s'est tué par désespoir. Ce maire, absolument sans pudeur, monte sur une marche qui était presque imprévue pour prononcer 3 mots au cimetière. Il lit certains passages de la lettre d'adieu, ce qui l'arrange, où il est question de défaut de bienveillance, de tolérance, etc. Il fait en somme de la prophylaxie sociale selon tous les préceptes et avec tous les mots d'ordre des médias modernes, le tout sur le dos d'un mort. Il dit à tout le monde que le message de cette mort ne restera pas vain, qu'il sera entendu par les générations futures, par les populations de la nouvelle Europe, celle que nous voulons construire, etc. Enfin, que sais-je, il parle d'esprit républicain, le délire habituel, quoi. C'est tout juste s'il ne nous parle pas des fameux extrêmes qui reviennent à toutes les sources. Et alors, que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, ce message si sacré, si profond, qui doit être entendu par les générations futures, il lui enlève les 2 trucs les plus importants, le harcèlement, le mysticisme du monsieur, qui disait qu'il aimait le Christ et accessoirement qu'il regrettait la France de sa jeunesse. Ça, c'est le crime absolu. Donc, que reste-t-il ? Mais presque rien. Il reste un maire cinglé qui tire à lui la couverture de la mort d'autrui pour essayer de ramasser des voix sur le thème de l'Europe future, de la diversité bienheureuse, et qui cache toute allusion religieuse, toute allusion à la vie privée du défunt, alors que c'est l'essentiel de la lettre qu'il a laissée. Donc vraiment, c'est le zéro pointé, mais j'arrête, on va m'accuser, de parler de quelqu'un d'autre, à mot couvert, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, en plus le jour de cet enterrement, c'était le 5 juin, veille du débarquement, et il se trouve qu'il y a eu des discours aussi ce jour-là, là-haut, dans le Nord, dont la parenté avec ce qui précède est assez troublante. Abonnez-vous, merci. On va me dire qu'il est artificiel de faire intervenir le jeune russe du village Vladimir à propos de l'absence de Poutine sur les plages du débarquement, mais justement non. Il se trouve que notre jeune Vladimir, qui a une conscience véritablement continentale européenne, a trouvé que le président français se foutait du monde, au sens propre, c'est-à-dire, en l'occurrence, d'une moitié du monde, la sienne. Car quand le président de la France s'exprime publiquement sur la libération de notre pays après la guerre,
il dit carrément que les Alliés, dont la Russie faisait partie, je vous le rappelle, mais lui, il a l'air de l'avoir oublié, les Alliés étaient là pour paver, a-t-il dit pendant son discours, la voie de la mondialisation. Mais en vérité, c'est un mensonge, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour essayer de vaincre un régime qui considérait l'homme comme de la chair à canon économique notamment, et qui supprimait les bouches inutiles. En fait, notre jeune Vladimir a carrément dit, en voyant le résumé de cette journée sur la télé au bar de Campagnol, non mais je te demande un peu à quoi ça rime une mondialisation qui oublie la Russie, alors que sur la carte, la Russie c'est la moitié du monde physiquement. Et Gustave qui était là lui a répondu, je sais avec quoi ça rime avec autant. Tout ce que tu vois là, toutes ces simagrées, l'autre couillon qui lit la moitié d'une lettre de lycéen, la reine, les présidents, tout ça, c'est le club des gens bien, des gens qui savent, des gens qui veulent qu'on sache, non pas ce qui s'est passé, mais qu'on sache ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de l'histoire, la leçon du débarquement. Eh bien, cette leçon, c'est la nôtre, à nous, occidentaux. Et c'est nous qui la donnons. Il n'existe pas de vérité en dehors de nous, tu le vois bien. Et pour en être sûr, nous n'invitons pas les gens qui ne sont pas nous, qui ne sont donc pas occidentaux. C'est comme quand tu veux faire attribuer le prix littéraire des auditeurs de France Inter à des écrivains qui t'arrangent. Tu dis aux auditeurs, tout le monde peut voter, mais en fait, tu réunis d'abord 4 critiques littéraires que tu as choisis pour qu'ils choisissent eux-mêmes 10 livres, et puis ensuite, les gens ne peuvent voter que pour l'un de ces 10 livres. Donc là, pour la Russie, c'est le même principe. Au terme d'un processus entièrement démocratique, la Russie n'a pas été sélectionnée. Du coup, elle ne montera pas sur le podium, elle n'est pas montée sur le podium, elle n'a pas de message à délivrer, elle ne représente personne sous les caméras, elle fait partie de la moitié du monde développé que les gens de France Inter, que les Macroniens, les Clintoniens, les journaux subventionnés par le pouvoir, n'ont pas sélectionné pour être sur la photo de famille des Alliés. Et là, Vladimir est revenu sur son thème favori, parce que dès qu'il est question du monde slave, il a une obsession. Tu vas voir que l'Europe, un jour, nous suppliera de la défendre, car les Américains n'ont aucune envie de le faire, et surtout aucun intérêt à le faire. Et là, Gustave a pris un air savoureux pour lui demander « Alors, et contre qui, s'il te plaît, la Russie viendrait-elle nous défendre ?» Alors là, vous pensez bien que Vladimir, avec son côté un peu bouillant, n'a pas hésité à nommer les vrais ennemis de l'Europe, de son mode de vie, de sa civilisation, de ses mœurs, et il a dit que les Américains étaient jaloux de tout ça, de notre continent depuis toujours, qu'ils nous volaient nos talents. Il a rappelé d'ailleurs que l'un des fondateurs de Google était russe, et qu'il ne voyait pas au fond ces Américains d'un si mauvais œil, cette humiliation de l'Europe par des peuples accrochés au Moyen-Âge, qui voulaient qu'on cache le sein des statues un peu trop dénudées, comme le font les évangélistes californiens, dont ils ont d'ailleurs à peu près le quotient intellectuel. Et alors, c'était qui les fameux ennemis de l'Europe, allez-vous me demander, vous ne pensez pas tout de même que je vais les nommer. Ceux qui n'ont pas compris de quels ennemis il s'agit, ceux qui croient qu'il s'agit des partisans du Frexit ou du Brexit, n'ont pas suivi l'histoire de l'Europe depuis le début, et notamment depuis le Xe siècle. Abonnez-vous, merci. Et si vous voulez connaître la suite des pensées de Vladimir, jeune immigré russe au pays de Molière et de Macron, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Merci. Vous allez sans doute vous demander en quoi la mort d'un philosophe académicien peut avoir le moindre rapport avec la sociologie villageoise de Campagnol, mais j'insiste, la pensée et la finesse d'observation de Michel Serres, qui vient donc de nous quitter, sont de la plus haute utilité quand on cherche à comprendre ce qui se passe dans les communautés étroites ou non d'ailleurs, mais quand le monde est réduit à quelques jardins mitoyens ou à une cage d'immeubles, on comprend mieux comment fonctionne l'être humain. Il s'agit, je veux parler de la façon qu'ont les gens pénibles, c'est-à-dire agressifs, dominateurs, de s'approprier le territoire d'autrui, de jouer les prédateurs, de faire rouler leurs muscles, de faire du harcèlement, et notamment au travers de la saleté et du désordre qu'ils jettent autour d'eux. Michel Serres a écrit de très belles et bonnes pages
dans un petit livre paru il y a 10 ans sur le rapport qui existe entre la saleté que l'on produit et le territoire que l'on défend. Tout le succès de son livre, enfin j'imagine, est venu de ce qu'il offrait une interprétation très nouvelle des phénomènes de pollution dans leur échelle la plus grande, la plus planétaire, l'homme se comportant pour lui à l'échelle planétaire comme le tigre ou le sanglier dont on dit qu'ils marquent leur territoire en pissant à tous les coins, en semant leur déjection, mais le philosophe, dans sa démonstration, a toujours tendance à passer du comportement animal à celui des nations, en sautant l'étape du village, du jardin, de l'arrière-cour dont je vous parle. Tout ce qu'il observe, là, s'applique parfaitement au village de manière très précise. Dans un village, ce sont les caractères les plus odieux, les plus envahissants, qui laissent tout traîner, et de préférence tout traîner contre votre clôture ou votre portail, jusqu'à la limite de l'illégalité, parce que parfois, évidemment, ça dépasse chez vous, mais c'est le but du jeu. Et leur argument est systématiquement « c'est chez moi, je fais ce que je veux ». En fait, on peut retourner la proposition. C'est chez moi, je fais chez moi ce que tu ne voudrais pas faire chez toi, ni voir de ta maison, mais je te l'inflige quand même, je pollue ton espace visuel et celui de tous les villageois autour, parce que je veux vous dominer tous par ce que je vous inflige, en gros au propre comme au figuré, je vous emmerde, je souille votre territoire pour qu'il devienne le mien. Eh bien, nous n'avons pas tout à fait ce genre de personnage à Campagnole, et il faut ajouter d'ailleurs que chez nous, la mairie n'est pas agressive, et que ça explique pourquoi elle n'est pas dominatrice. Mais à Saint-Barnabé, c'est le contraire. L'atmosphère est tellement à la rivalité entre mâles, notamment, qu'il y a au moins 2 personnes comme ça qui disent qu'elles emmerdent tout le monde, en laissant carcasses de voitures, vieilles caravanes, remorques, manèges de fêtes foraines dans leur jardin. Le maire menace de faire jouer les services sociaux, sanitaires, tout ce que vous voulez. Les intéressés disent évidemment ils peuvent toujours venir, on s'en fout. Et l'atmosphère de défi territorial est permanente comme ça, récurrente, comme elle l'est aussi en banlieue d'ailleurs, où on observe les mêmes phénomènes, et où l'on néglige de voir que les dégradations, les tags, les papiers partout, tout ça est une manière animale de manifester son existence, et l'existence de son territoire. Mais nous parlerons de la banlieue plus tard, une autre fois, pour finir je vais finir sur un phénomène corollaire, une maladie mentale dont était atteint l'un des 2 personnages de Saint-Barnabé, et qui a permis de le coincer d'ailleurs. Les gendarmes sont allés chez lui pour le coffrer, enfin pour le mettre à l'amende. C'est celui qui consiste à mettre le feu partout au nom, par exemple, de l'écobuage. Michel Serres n'est pas allé jusqu'à la psychanalyse, mais il y a une composante très prédatrice purement sexuelle dans tout ça, dans tout ce que je viens de décrire. Ces gens qui mettent le feu notamment, ces gens qui déploient leur détritus un peu partout, sont des frustrés sexuels. Ça se vérifie dans les 2 cas que nous avons à Saint-Barnabé, où les 2 coupables là sont à la limite du comportement violeur, notamment par exemple pendant les fêtes de village, quand ils ont bu un coup de trop, d'où l'intuition que dans les relations internationales, c'est pareil. Les pays les plus pollueurs sont aussi ceux qui ont envie et besoin de menacer la liberté des autres, d'intimider les voisins. Et là, quand on compare les pourcentages d'émissions de CO2 dans le monde, on voit tout de suite qui veut la guerre. Eh ben, c'est pas nous. Je veux dire, ni la France, ni Campagnole, évidemment. Alors, pourquoi, allez-vous me dire, Emmanuel Macron en fait-il des tonnes sur la pollution en France, au lieu de s'attaquer à celle des vrais prédateurs que sont l'Amérique et la Chine à cet égard? Eh bien, tout simplement pour atténuer leur responsabilité et la responsabilité de ses maîtres sur le thème « On est tous pareils ». Bien non, on n'est pas tous pareils, désolé. La France est beaucoup mieux. À bientôt. Abonnez-vous. Avec le retour des beaux jours, avec surtout une sorte de réimplantation dans ce pays de Campagnole à temps plein, après un séjour forcé en banlieue parisienne, comme vous le savez, et divers postes à l'étranger qui m'ont tenu éloigné du village et de la région pendant des années, je retrouve en ce moment, peu à peu, des visages familiers, mais vous allez vous demander pourquoi cette mention avec le retour des beaux jours. Ben justement parce que ces visages dont j'ai envie de vous parler ne sont visibles que quand il fait beau. Ce sont ceux des gens qui gagnent leur vie dans ce pays en faisant faire des randonnées, du kayak, du quad, du parapente. Et ces gens, nous les avons connus ici dans notre jeunesse, qui était aussi la leur. Je parle des années Hulot, ces années où la France
de 68 découvrait les joies de l'ULM dans la cordillère des Andes et les avantages de déplacer un avion cargo bourré de matériel pour tourner 1 heure de documentaire en Amazonie. Non, tous les bronzés musclés en tenue indienne, etc., n'ont pas eu les moyens de Nicolas Hulot, je le sais bien, et de TF1 dans les années 90, mais il est quand même indiscutable qu'il y a eu une véritable mode à cette époque et que tous les gens qui gagnaient leur vie dans ce mélange de sport, de mode vestimentaire, de nature, etc., ont subi et pratiqué la mode de l'extrême, puisque leurs clients étaient acheteurs de ce folklore, y compris vestimentaire. Donc, oui, mais voilà, tous ces sports extrêmes, ces mousquetons, ces cordes fluo, ces skis bariolés, ces randonnées lointaines où on se transforme en agent de voyage, ces activités très exigeantes sur le plan physique, et bien tout ça n'a qu'un temps dans la vie. C'est comme pour les sportifs de haut niveau, comme on dit, sans le salaire qui va avec, là. À 40 ans, allez, à 50, on voit l'horizon se rapprocher, et donc quand vous retrouvez les mêmes personnages autour de 60 ans, 65, ben le tableau n'est pas très glorieux. D'abord physiquement, parce que si le fait de marcher vous entretient, celui de courir, de sauter, de grimper, de skier dans les bosses, etc., tout ça vous abîme. Et donc ces gens ont très souvent des articulations en très mauvais état. Donc évidemment, ils ont aussi une activité en berne entre 40 et 50 ans. Ensuite, vous avez hélas les accidents. La légende dorée ne le dit pas, mais parmi les vététistes, parapentistes, grimpeurs de l'impossible, etc., un fort pourcentage quand même a passé jusqu'à 6 mois sur un lit d'hôpital. Et puis sur le plan financier aussi, quand l'heure de la retraite approche, le défaut de cotisation se fait sentir gravement, ce qui oblige les quinquagénaires à des petits boulots parallèles en hiver, dans le genre gardiennage, etc., ou réparation de voiles de bateau, tout ça. Et enfin, il y a aussi le simple plan de la séduction physique, qui faisait partie à l'époque de la panoplie. Eh bien, la barbe de 4 jours est désormais toute blanche, les épaules, même très musclées, sont voûtées, les femmes ne remplissent plus aussi bien leur t-shirt qu'avant, et donc, comme toutes les activités de plein air sont rassemblées chez nous autour de la même ville, le soir, dans les brasseries, vous voyez toutes sortes de rescapés des années où on avait le feu sacré, qui nourrissent quand même un peu d'amertume, ça se voit, à l'égard des rares d'entre eux qui s'en sont bien tirés. Alors vous avez d'une part, parce qu'il y en a, vous avez d'une part ceux qui avaient un autre métier, qui étaient d'anciens étudiants brillants, architectes, etc., qui ont réussi à surmonter le handicap des années Hulot pour devenir chef d'entreprise. Et puis vous avez ceux qui ont fait un beau mariage, et puis vous avez ceux qui cachaient bien leur jeu, mais qui, en dépit de leur côté cool, sympa, avaient des parents riches, et donc à 60 ans, ils vivent de leur patrimoine, ce qui est relativement facile. Et puis vous avez le top, la crème, les expats qui ont quitté ce pays au moment où la vie y est devenue impossible, grosso modo vers l'année 2000, pour aller dans un paradis lointain où ils ont investi et profité de l'absence de règles, d'une imposition par exemple beaucoup plus faible, d'un savoir-faire monnayé auprès d'une clientèle internationale, principalement américaine. D'où la conclusion de cette petite photo de famille instantanée. Ceux qui ont cru au lendemain qui chantent de la France des bronzés sont désormais un peu plus pâles, pour ne pas dire carrément lessivés, comme l'est, hélas, leur pays, notre pays d'ailleurs, et ceux qui restent bronzés et souriants à 60 ans ont fait souvent de bonnes affaires ailleurs que chez nous, et ils disent pour rien au monde je ne reviendrai en France. Merci encore à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, merci aussi à Nicolas Hulot, qui a inspiré la plupart de ces ratés de l'extrême, mais qui lui a réussi. Abonnez-vous, merci.